Alors, je voudrais insister sur la question de l'unité et de la dualité. Car, en fait, j'ai entendu hier une conférence sur Benny Lévy, et notamment un ouvrage qu'il a publié qui s'appelle Logos et la lettre. Et il travaille justement sur les différentes structures de dualité. Et il montre que dans un rapport de dualité, il y a toujours un élément dominant, un élément dominé. Ce n'est pas un rapport égalitaire. Et je vais tout à fait dans ce sens. Prenons le cas justement de cette fameuse dialectique entre Saturne et les étoiles fixes, par exemple, ou n'importe quelle planète et les étoiles fixes. Il est certain que les étoiles fixes n'ont pas le même statut que la planète. Elles ne bougent pas, elles ne changent pas de place, elles sont des repères, et Saturne donc va se servir de ces repères pour structurer son temps, son espace-temps. Donc, d'une manière générale, il y a des éléments qui a un rôle auxiliaire, qu'on retrouve d'ailleurs dans la Bible avec Ève, la femme qui est l'auxiliaire, l'Ézer, l'auxiliaire de l'homme, à un moment donné, quand il renonce à l'androgyna. Donc, le 2, c'est toujours l'échec du 1, en fait. Ou plus exactement, c'est la fragilité, c'est la faiblesse, c'est la carence, c'est l'absence du 1. La nuit, c'est l'absence du jour, tout simplement. Donc, l'idéal du 1, c'est véritablement de pouvoir éviter d'avoir le 2. Le 2, c'est un palliatif, c'est une fragilité, une faiblesse, un besoin plus ou moins artificiel qui nous oblige à demander de l'aide, à ajouter quelque chose. Par exemple, quelqu'un, voilà, il a besoin il a peur d'oublier des choses, alors il va écrire son texte, il va le lire, donc il va y avoir une dualité entre lui et son texte, et il va nous emmerder avec sa lecture de texte, etc. Alors qu'il pourrait très bien s'exprimer directement, parce qu'il a peur, d'oublier quelque chose, il a peur de se mélanger les pattes, etc. Donc, voilà. Donc il y a toujours quelque chose, parce que le 2, c'est aussi notre rapport à l'objet, à quelque objet que ce soit. La plupart des cas, initialement, l'objet, il vient comme une prothèse, comme un prolongement ou comme un soutien, n'est-ce pas? Vous connaissez la fameuse histoire de l'homme qui a trois pattes parce qu'il a les deux jambes et puis il a la canne. Donc c'est le signe du vieillissement, c'est le signe de la dégradation, etc. Donc en réalité, nous sommes dans un système unitaire. Et il faut maintenir cette unité. Et finalement, quand cette unité n'arrive pas à s'assumer pleinement, à ce moment-là, il y a des compromis, il y a des ajouts, il y a des prolongements, il y a des complémentarités. Ce mot complémentarité est extrêmement suspect parce qu'en fin de compte, le 1, quand il est en pleine possession, il n'a absolument besoin d'aucune complémentarité. La complémentarité, c'est déjà un marché, c'est déjà une tentation. Regarde, voilà, la tentation. Mais regarde comme tu serais beaucoup mieux si tu avais quelqu'un ou une aide, ou si tu avais cet objet, cette machine, ce papier. Tu serais beaucoup mieux, tu serais beaucoup plus rassuré si tu étais entouré, si tu étais complété. Tout ça, c'est une pathologie. C'est des gens qui vivent aux dépens, comme on dit. La Fontaine le disait très bien. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Ben voilà, la dualité vit aux dépens de l'unité, quand cette unité a le malheur d'écouter certaines propositions, certaines suggestions assez discutables. Alors vous me direz, oui, mais c'est bien de déléguer, c'est bien d'employer des gens. Ça permet justement le plein emploi. Alors on peut en discuter de cette question-là, le plein emploi qui impliquerait que
que l'on fasse du travail en miettes, comme dirait Fourastier, que l'on découpe, que l'on subdivise le travail pour que tout le monde ait une bribe de travail, etc. C'est complètement délirant, comme vous imaginez bien. Donc, moi je préfère qu'on paye les gens à ne rien faire, à la limite, hein, puisque si la productivité le permet, plutôt qu'on leur donne du travail qui va finalement produire quelque chose de beaucoup plus négatif et malheureux que si on avait laissé quelqu'un le faire tout seul. Enfin, alors les gens sont tout le temps à vous guetter en disant mais oui, mais si vous avez besoin de quelqu'un, mais si vous avez besoin de telle chose, etc. Mais c'est une plaisanterie tout ça. Bon, il faut essayer. Donc finalement, l'indépendance, l'autonomie, c'est absolument fondamental c'est l'idéal de vie, c'est l'autonomie. Hein. Et quand on échoue dans cette autonomie, eh bien, on bascule dans une forme de dualité. Donc, effectivement, pour revenir à l'astrologie, puisque c'est quand même notre sujet, j'ai dit à quel point le mouvement pour l'Académie de l'astrologie impliquait donc d'aborder des questions fondamentales qui, par ce que je suis en train de dire, ça n'intéresse pas que les astrologues, vous imaginez bien. Il faut commencer par discuter de sujets qui intéressent l'astrologie, mais qui intéressent aussi d'autres domaines. De même qu'il faut, par exemple, parler de phénomènes de société, de problèmes de société que tout le monde peut observer, et pas seulement les astrologues, qui vont commencer à vous parler de tel événement parce que ça colle dans leur système, dans leur grille. Parce qu'ils auront notamment oublié et négligé les étoiles fixes. J'ai vu avec plaisir que Françoise Lune-Soleil s'intéresse de plus en plus à l'axe Aldébaran-Antares. C'est aussi le cas de Patrice Bourriche. Il y a un nouveau courant stellariste qui n'a rien à voir avec le sidéralisme de Marie Delclos, de Jacques d'Orsan et consorts, hein, n'a rien à voir, ou de Barbara Lamotte-Saint-Pierre, ou même celui des astrologues hindous, hein, ou de l'astrologie védique, ça n'a rien à voir. Le stellarisme laisse de côté totalement la question de la division en 12 constellations ou en 12 signes, etc., qui ne sont que des expressions du saisonnisme, comme dirait Bourriche. Ce sont des saisonnologues qui divisent en 12. C'est des saisonnologues attardés, dans le cas des sidéralistes, qui s'intéressent à un point vernal qui n'est plus valable, ou des tropicalistes nouveau genre qui tiennent compte de la réalité du point vernal, c'est-à-dire du début du printemps, qui évolue effectivement au regard des étoiles chaque année. Donc effectivement, le grand gagnant de cette bataille actuelle, c'est la Lune et les étoiles fixes. Et Saturne. Voilà. Ça, c'est le triplet, c'est le tiercé gagnant. Vous pariez sur Lune, Saturne, étoiles fixes, et notamment les étoiles fixes royales. Là, vous avez le tiercé gagnant de l'astrologie du XXIe siècle. Le tiercé perdant, c'est évidemment le Soleil, c'est évidemment les planètes en général, en dehors de Saturne oui, puisque la Lune et le Soleil sont des luminaires, ce ne sont pas des planètes. C'est comme ça qu'on les désigne d'ailleurs dans la... Je rappelle, entre parenthèses, que quand vous lisez la Genèse, donc quand vous lisez le premier chapitre de la Genèse, on dit bien Dieu a créé les luminaires, mais orotes. C'est-à-dire les deux structures qui sont lumineuses véritablement dans le ciel, qui ont une vraie lumière. Et les disques d'ailleurs du Soleil et de la Lune se ressemblent beaucoup, même si la distance n'est pas du tout la même. Enfin, il y a une sorte de polarité. Mais c'est comme la Lune qui l'emporte. Et les étoiles, on ne parle pas des planètes. On ne parle dans la Lune, dans la Genèse, en tout cas, on ne parle pas des planètes. Ça n'existe pas. Et effectivement, la Lune, c'est l'astre fondateur de l'astrologie, jusqu'à un certain point. Et Saturne n'est jamais que l'octave supérieure de la Lune. C'est-à-dire qu'on ne se serait jamais intéressé à Saturne s'il n'avait pas les mêmes caractéristiques que la Lune. Voyez-vous ? Et c'est ça qui fait que c'est Saturne qui est distingué et non pas Jupiter ou Mars ou autre chose. C'est parce qu'il permet, d'ailleurs on l'a dit dans ce colloque, il permet, on sait très bien que des gens comme Rudyard, tout en prétendant s'occuper de la Lune, en réalité s'occupe de Saturne, mais pas réellement non plus, puisqu'il est constamment en train de passer d'un jour à un an. Bon, or, un jour à un an, c'est exactement
le rapport de force entre la Lune et Saturne. Bon, passons, donc c'est évident. Là, il y a une sorte de supercherie, d'imposture. Donc en plus que malheureusement, si effectivement Rudyard respecte ce rythme de 30 ans, ou de 7 ans, les points de changement, les dates ne sont pas les mêmes que s'il utilisait vraiment Saturne. Donc on n'a pas non plus une structure chronologique qui est viable avec Rudyard, avec son système de cycle de la lunaison. C'est très intéressant en soi, il y a une intuition des 30 ans, mais les dates ne sont pas valables puisqu'il ne tient pas compte des étoiles fixes, où il en tient compte avec Régulus, mais de façon totalement secondaire et pour des raisons qui sont plus liées au système des airs, enfin, peu importe, c'est un autre sujet. Parce que là, effectivement, dans les airs précessionnels, on nous parle non pas des étoiles, mais enfin on nous parle. Et alors c'est intéressant parce que si c'était bien des étoiles fixes, moi je sais quand j'ai appris l'astrologie, on les mettait, elles sont même encore dans des manuels comme celui de Hadès dans les années 60. On les mettait quand même dans le thème natal, et puis tout d'un coup, hop, elles disparaissent. Même je suis sûr qu'aujourd'hui, quand on vous sort d'ailleurs informatiquement le thème, on ne met même plus les étoiles fixes, et surtout pas les étoiles fixes royales. J'en ai d'ailleurs deux qui sont importantes dans mon thème natal, puisque j'ai Mars qui est exactement conjoint à Régulus, et j'ai Soleil et Jupiter qui est exactement conjoint à Antares. Bon, c'est peut-être un signe avant-coureur de mon intérêt pour les étoiles fixes, mais enfin, moi, de toute façon, pour moi, c'est très mystérieux la question du thème natal. Je n'y attache pas une grande importance en soi, mais je crois que Gauquelin a montré l'intérêt du thème natal. Et puis, je n'exclus pas que malgré tout, il n'y ait pas une signification, non pas au niveau de l'interprétation, mais qu'il y ait une structure du thème natal qui puisse faire sens quelque part, sur le plan divinatoire, sur le plan de l'incarnation, etc. Pourquoi pas. Donc, je reviens à cette question. Le tiercé perdant, effectivement, c'est évidemment, s'il fallait parler d'un tiercé perdant, c'est le tiercé Uranus, Neptune, Pluton. Alors là, c'est le tiercé perdant à tous les coups. Mais alors là, à tous les coups. Donc on a une astrologie Uranus, Neptune, Pluton solaire, qui est d'ailleurs celle de Nicolas, parce que Nicolas ne crache pas du tout sur les planètes transsaturniennes, bien qu'il mette la Lune un petit peu à part, dans son système RET d'ailleurs, curieusement. Et d'autre côté, le tiercé gagnant, qui est le tiercé Lune, Saturne, étoile fixe royale. Voilà.